constater qu'on a fait du chemin sur une demi-heure. Hein. On vient de la préhistoire et on est revenu à nos jours. Et le réemploi a toujours été d'actualité, apparemment. Voilà. Nous l'avons déjà dit tout à l'heure, ce qui a un petit peu tué la pratique du réemploi, c'est la frénésie de la reconstruction d'après-guerre et l'utilisation de matériaux nouveaux que tout un chacun se voulait d'expérimenter. Et si on regarde un petit peu ce qui se passait avant la guerre et après, ou en tout cas à notre époque actuelle, c'est qu'avant la guerre, il y a des familles qui vivaient du démontage d'anciennes maisons, qui renettoyaient les briques parce qu'elles étaient montées à la chaux, que les briques étaient solides et qu'on pouvait les utiliser 2 fois, 3 fois, 4 fois. Aujourd'hui, acheter n'importe quelle brique chez n'importe quel fournisseur, maçonnez-les avec un mortier traditionnel et essayez de démonter le mur, vous n'allez pas récupérer une seule. Et donc, aujourd'hui, on est dans un état où ce que nous construisons avec des briques actuelles, ben, ça vaut juste à faire du bricaillon pour créer des fondations ou des remblais. C'est pour parler du réemploi dans la créativité architecturale que Philippe Samet est invité. C'est maintenant que je vais lui passer la parole. Philippe Samet est architecte et ingénieur conseil. Il est également professeur à l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique. Il a été décoré de différents ordres nationaux belges et il est l'auteur de plusieurs livres sur l'architecture innovante et visionnaire. Il est pionnier dans l'utilisation des matériaux de réemploi dans l'architecture et l'utilisation innovante de matériaux nobles dans la construction et l'urbanisme. Il est aussi docteur en sciences appliquées et donc il intègre dans la pratique quotidienne de ses ouvrages la recherche et l'innovation des matériaux et des flux. Tout un programme, je lui cède bien volontiers la parole pour une demi-heure, si possible. Vincent a 27 bien sifflé. Je vais rebondir sur les paroles de Vincent. On ne s'était pas du tout concerté. On pousse sur quel bouton pour avancer? Le rouge, là. Celui-là? Le rouge, c'est l'artifice. Je vais devoir écourter parce qu'il y a plein de choses que Vincent vous a dit et qui sont évidentes et qu'on applique tous les jours. Et y compris les normes, et monsieur l'adjoint au maire était préoccupé des normes qui seraient peut-être un alibi pour détruire ce bâtiment extraordinaire, pour construire des mauvais bâtiments, normes à côté, de surface plus petite et plus coûteux. C'est autre débat. Puis celui qui décide, je me permets de l'engager à être en ligne avec ce qui nous anime. Hein. Donc le réemploi, évidemment, comme Vincent l'a dit, mais je ne vais pas répéter. Alors, on fait ça, je pratique ça depuis toujours. Et en fait, la Seconde Guerre mondiale a créé une rupture, et ça je parle d'historien, dont on ne mesure pas l'importance. Il y avait encore des sans-abri en 1960. Moi qui habitais à Gand, quand j'allais à l'Athénée en vélo, le long de la Lys, il y avait des boat people. Et c'était des gens qui, 15 ans après la guerre, n'avaient toujours pas eu leur logement, leur côte à poules dans la cage en béton qui les attendait. Et qu'est-ce qu'ils attendaient avec des yeux de chimène? C'était infâme, cage en béton avec des hauteurs sous plafond de 2,50 m, alors qu'ils vivaient dans des maisons avec des hauteurs sous plafond de 4 mètres, qui n'avaient pas besoin d'air conditionné et avec des fenêtres ouvrantes, qui n'avaient pas besoin de tubes néons parce que la lumière naturelle suffisait. Donc il y a une rupture, et la rupture idéologique en architecture, et ça Vincent, je découvre je crois qu'on va devoir se revoir très sérieusement pour coécrire des textes là-dessus. La rupture idéologique est dramatique et on ne se rend pas compte de la manière dont on a été manipulé inconsciemment. Le nombre de cimenteries qui existaient avant la guerre était très peu nombreux, on construisait peu avec du ciment avant la guerre. Puis on a tout cassé. On a inventé ce matériau épouvantable qu'est le béton armé, qui était employé avec beaucoup de subtilité par des maillards, Fraissinet et autres, jusque dans les années 40. Puis après, ça a été cet emploi brutal, débile, vulgaire, débilitant pour l'humain, pour la planète du béton. Comme je l'écrivais, jusqu'en 1960, avant le premier choc pétrolier, les Belges étaient connus pour leurs briques. Des briques dures et ils maçonnaient avec des mortiers mous. Et on pouvait encore vivre en 1970 en tant que nettoyeur de briques. Puis le premier choc pétrolier est arrivé. Mais, comme le Belge a une brique dans le ventre, on a inventé les mauvaises briques. Et on a mis le centre scientifique et technique des constructeurs à contribution parce que vous devez savoir que la résistance d'un mur, c'est la somme
c'est la moyenne arithmétique de la résistance du joint et de la brique. Donc avant, on avait des briques dures, des joints mous. Puisqu'on ne savait plus faire des briques dures, on avait fait des joints durs. Donc on a pris des briques molles, qui étaient chauffées et cuites moins longtemps, à moins grande température. Et rebelote, l'industrie du ciment s'est retrouvée grandie. C'est pas de la blague. Mais alors le problème, c'est que la maçonnerie en briques dures et joints mous se déforme, est souple, ne se fissurait pas. Mais évidemment, en inventant cet ersatz de briques molles et de joints durs, des chocs thermiques ont créé la fissure. Pas de problème. On a convoqué l'Institut belge de normalisation, les fameuses normes. Les normes sont pénalement responsables. Donc ces normes sont parfois cyniques, et la plupart de ces normes qu'on nous impose, monsieur l'adjoint au maire, vous prendre des décisions politiques que vos petits-enfants vous reprocheront amèrement si vous les croyez. Il faut résister aux normes. J'y déroge en permanence. Les normes ne sont pas des lois. Et les lois sont faites pour être modifiées par les citoyens en démocratie. Et c'est évident que ces questions qui nous demandent que le Parlement européen soit très sérieusement sollicité par ces questions. C'est une question fondamentale. Bref, donc le CSTC a créé une norme définissant ce qu'était la fissure légale. Et maintenant, les architectes font des bâtiments qui se fissurent légalement. Et tant pis, c'est une fissure. Elle est conforme à la norme. Vincent montrait ce diagramme sur les performances énergétiques des bâtiments. Ça fait 30 ans qu'on isole des bâtiments comme des cochons, en faisant des moins bons bâtiments, moins durables. Eh bien, mes confrères de la Rijksuniversiteit Gent et Katholieke Universiteit Leuven ont fait un diagnostic terrifiant. La consommation énergétique réelle de ces bâtiments est la même, à peu de choses près. Donc, toutes ces mesures énergétiques prises depuis 30 ans, qui ont affaibli la qualité des bâtiments, n'ont servi à rien. Ça, vous l'apprenez peut-être, et c'est dans un comité scientifique au bureau SECO que nous avons une copie de ça, je peux le diffuser, il est public. Et c'est dû à quoi? Mais quand vous avez un bâtiment, et c'est une bonne nouvelle pour les hôtels de ville, les églises, les bâtiments anciens, le patrimoine historique, parce qu'à écouter les technocrates et les normes, on devrait détruire tout ce qui a été construit avant 2010, évidemment. Ces bâtiments scandaleux au niveau énergie, mais non, c'est la norme qui est scandaleuse. C'est amoral, immoral, cynique, inacceptable. Et il faut résister à ça. Tout ça, c'est des conneries, c'est des docteurs en sciences qui vous parlent. Il n'y a pas pire menteur que l'ingénieur comme moi, parce que vous ne savez pas me contredire. Et ils en usent et abusent. D'où l'importance de la déontologie. Oui, donc il y a vraiment un grand chemin à parcourir. Alors, alors pourquoi est-ce que le réemploi? Et je rejoins Vincent, c'est d'abord une question de mémoire, de dignité. Et sans vous en rendre compte, on l'applique tous, même les pires des technocrates rédacteurs de normes, même les pires des politiques et associations qui sont manipulés par les créateurs de normes, ont quelque part un souvenir de leur grand-mère, de leur arrière-grand-mère à la maison. Eh bien, c'est du réemploi, ça. Sinon, ils iraient acheter une jolie affiche dans le dernier musée à la mode. Et donc, ça m'amuse, moi, si vous voulez, c'est un sport. Mes parents m'ont toujours appris, un père ingénieur, une mère peintre, un père flamand, gantois, une mère lyonnaise, dans le textile, quoi. De la soie au lin. C'est pas très loin ici. Et je me trouvais, je ne sais plus pourquoi, un jour, en allant chanter en Italie, à Tessuto Umbertino. Et Umbertino est le plus grand tisseur des tissus les plus précieux, tous les grands couturiers, Lagerfeld, Yves Saint Laurent, tout ce que vous pouvez imaginer. Et voyant ces brocards, mesdames, d'une beauté émouvante, d'un toucher extraordinaire, fait pour être touché d'ailleurs aussi, non seulement vu, mais touché, senti. Je demandais à Federico Umbertino, mais qu'est-ce que tu fais du sol des bobines? Il veut les épaules, je donne ça aux enfants du village, le reste on brûle. Je dis, à partir d'aujourd'hui, tu me retisseras tout ça de manière aléatoire sur un fil de coton. Et il n'y avait jamais pensé, c'est idiot. Et je vous ai amené, mesdames, et messieurs aussi, quelques échantillons de ces tissus extraordinaires qui coûtent 1 euro du mètre carré à être tissé. Eh bien, je ne sais pas, ça fait 10 ans que je l'ai produit, je n'ai pas encore eu un client qui a eu le toupet de les employer. Parce que notre art, comme moteur de projet, c'est pas d'être brillant,
c'est de trouver un commanditaire brillant, un commanditaire au grand dessein, à la vision large et lointaine, hein, qui n'a pas peur de l'évidence et de se poser des questions, qui ne détruira pas un bâtiment extraordinaire comme celui-là en dépensant de l'argent pour construire des côtes à poules à côté. Hein? Mais il faut vous le dire, monsieur le maire adjoint, monsieur l'adjoint au maire, pardon, c'est différent quand même. Bien. Donc vous avez dit c'était celui-là. Hein? Alors je passe ça parce que je n'ai qu'une demi-heure. Idem, alors, il se fait que mio quattro poi sono italiani, que je suis souvent en Italie parce qu'on y construit, que j'adore l'Italie. Et donc, je ne sais pas comment, Umbertino informe le maire de Solofra, où il y a la plus grande tannerie pour les grands maroquiniers, et ils ont des déchets. Et donc, avec des petits mafieux de la banlieue de Naples, on colle, ça c'est pas des petits mafieux, c'est moi et deux de mes ravissantes collaboratrices, hein, pour vous montrer le truc, et on fait, je l'ai amené là, le patchwork de cuir. Hein, ça coûte rien, quoi. Et à propos de la science, j'ai dû faire appel au centre de recherche de 3M à Saint-Paul, Minneapolis, Minnesota, hein, pour trouver la bonne colle, parce que ce n'est pas la colle de Delvaux, du maroquinier que je dois envoyer, c'est une autre colle. Alors, pour la petite histoire, à propos de ça, tiens, tu peux utiliser à propos de ta dernière rubrique, le réemploi. C'est nos bureaux. En 1980, on cherchait désespérément un lieu, et puis il y avait une vieille ferme en ruine, chaussée de Waterloo. Je fais l'histoire courte, j'ai acheté le terrain, parce que personne ne peut imaginer récupérer la ferme. Et il y avait de quoi. Ça, c'était déjà après avoir nettoyé. Oh, tiens, merde, pardon. Il a oublié. Voilà. Excusez-moi. Ça, c'est ce qu'on voyait. Évidemment, tous les promoteurs voulaient raser ça. Mais moi, j'ai récupéré toutes les briques maçonnées à la chaux, des bonnes briques dures de 1830. Hein, et je n'ai jeté aucune brique, rien jeté. Les morceaux de bois, j'ai tout récupéré. Ça me paraissait évident. Hein. Puis ça a plu aux voisins, tout le monde était content. Comment est-ce qu'on va en arrière? On ne sait pas aller en arrière. Bouton rouge? Ah oui. Bon, alors... Ah bon. Oui, bon. Ça, c'est il y a quelques temps. Mais je voulais vous montrer aussi, au fil du temps, comment les choses passent. Ça, c'est... Donc, on a récupéré... On a... oui, le bâtiment, c'était ouvert, déchiré pendant le chantier. On l'a repoussé. Oui, et c'était un entrepreneur. On a tout dû rempiéter à 3 mètres de profondeur, donc une passe de rempiètement. On a repoussé, on a recollé, vous imaginez. Hein, et on a ficelé tout ça, vous voyez des encres, et donc vous voyez toutes ces traces de ces blessures, du rafistolage et ça. Mais on avait récupéré des vieux pavés aussi, hein, et planté quelques tilleuls. Hein, et puis ça a pris un peu de temps, mais ça c'est une photo que j'ai demandé de prendre hier. Voilà, 27 ans après, 28 ans après. Oui. Et je veux dire qu'on y est bien. Hein. Et ces arbres, alors il y a des arbres qui ont crevé, on les a replantés. Hein. Mais voilà d'où on est parti. Ça c'est amusant. Hein. Voilà comment j'ai trouvé, voilà comment j'ai retapé. Et plus de ça, c'était une zone de logement. Alors le plan de secteur, la norme, c'était interdit. On ne pouvait pas imaginer, mais des architectes là au bord de la chaussée de Waterloo, il fallait mettre du logement. Le bord de cette chaussée à 75 décibels. À propos, vous savez ce délicieux bruit qu'on a entendu? Ça s'appelle du soundscape. C'est licite. Mais le bruit de la voiture dehors est illicite. Dans je ne sais pas quelle norme. Pour parler de trucs surréalistes dans lesquels on travaille. Voilà. Et voilà. Ben ça c'était un peu après la construction. Et voilà, quoi, avant et après. Hein, et c'est de la récupération, quoi. Et les espaces intérieurs. Alors là, la charpente, l'entrée, donc c'était la grange, donc on a mis 2 planchers intermédiaires. Hein, on a modifié, il y avait la porcherie là-bas, c'était la grange, et on n'est pas venu mettre 3 dalles, on a simplement monté l'entrée, oui, l'entrée où il se trouvait, hein, là au pied, et puis ça m'a montré l'entrée. Cette charpente était évidemment largement dimensionnée, et n'importe quel ingénieur normalement constitué peut calculer qu'il suffit de remplir la même pièce en la coupant un peu et la remonter, et ça suffisait. Hein. Ça, c'est... Hier, quand un de mes collaborateurs me demandait de quoi j'allais parler, j'étais là, de face à mon bureau, je dis, qui a fait une photo de ça. Hein. C'est une crédence Louis XV que ma maman avait acheté pour la salle à manger, et puis je suis capable de la mettre à la maison, j'ai mis dans mon bureau, et j'en profite tous les jours. Hein.
Je dépose mes dossiers dessus. Et ça, idem, une vieille casse hollandaise qui se trouve dans une des salles de réunion. Et puis ça, le kicker de mes garçons, que mes collaborateurs trouvent fort utile dans la pause café. Dans le même ordre d'idée, un petit château en Flandre, style français mal fichu, qui était peint ton mayonnaise ou ton Pierre de France, pour un client génial et fou, on l'a peint en gris pur, qui lui, maintenant, si vous voulez un gris pur, vous demandez des gris à main, parce que si vous ne demandez pas ça, vous n'aurez jamais un gris pur. Vous avez un peu de jaune, de rouge, de vert, de bleu dedans. Et ça tue le gris, tandis que ce gris pur, c'est un miroir aux couleurs. Mais je vous montre ça parce que, parmi les choses amusantes, dans l'indépendance, on a créé le pare-vapeur sur les vieux plafonnages en collant du papier d'emballage chocolat froissé. Et ça donne une ambiance absolument incroyable. Oui. Parce que ça, c'était la partie la moins chic du bâtiment, il n'y a plus beaucoup de sous. Et voilà ce qu'on fait avec du papier chocolat froissé. Et ça, c'est le Conseil de l'Union européenne, c'est ce qu'on fait avec des vieux châssis récupérés. Mais là, il y a assez d'articles, de machin. J'ai fait une erreur. J'ai oublié que le verre transparent était réfléchissant. Et si vous avez vu, il faut aller voir sur mon site web, notre site web, j'ai commis à l'Académie royale de Belgique, non pas où j'enseigne, mais dont je suis un membre, parce qu'on n'est pas, on n'enseigne pas à l'Académie royale, on discute entre confrères. J'ai commis un petit bouquin à la suggestion du secrétaire perpétuel qui s'appelle Entre ombre et lumière, transparence et reflet. C'est une petite collection de livres de poche démocratiques. Et en plus, vous pouvez le lire gratuitement sur notre site web, le télécharger gratuitement. Mais je ne sais pas, au coût des photocopies, je vais l'acheter, ça vous coûte 7 €. Ça dépend du prix de la photocopie, je n'ai pas fait le calcul. Mais à propos de... Ayant fait ça, j'ai écrit, et je dois réécrire cet ouvrage une seconde fois, parce que depuis lors, depuis que Toshiba Incorporated a découvert la LED violette, et que, vous savez ça, les LED, c'est un éclairage épouvantable, RGB, indice d'ordre de couleur inférieur à 80%, c'est crapuleux, c'est inhumain. Eh bien, Toshiba a inventé une LED violette qui, mise devant les RGB, donne un indice d'ordre de couleur de 98%. Vous avez déjà vu un fabricant de luminaires? Ça existe depuis 5 ans. Quel est le fabricant de luminaires qui nous offre un luminaire avec la LED de Toshiba? Vous voyez, ce genre Nous sommes des esclaves, des manipulés par l'industrie cynique, des gens qui se foutent de tout, quoi. Il y a moyen déjà d'avoir ça. Eh bien, j'aurais dû employer du verre anti-reflet pour ce bâtiment, parce que je me faisais des illusions, ayant mis une peau de verre, qu'on allait voir ce bâtiment. Et donc, on ne le voit pas assez, et c'est une erreur. Une erreur parmi toutes celles que je commets du matin au soir. Mais alors, je ne sais pas pourquoi, oui. Alors, c'est l'histoire des châssis, là, c'est des vieux châssis. Vous lirez dans le bouquin que vous pouvez télécharger sur le site tous les détails pour comment on a fait ça. Plus con que ça en meurt, c'est une simplicité enfantine. Donc, je passe ce projet-là. Le patchwork demeurant avec les feutres et les aventures de tout ça. Oui, donc ça, vous pouvez le télécharger aussi, ça raconte de manière factuelle ce que vous voulez savoir à ce bâtiment. Ça, c'est une tour de logement qu'on construit à la place d'une autre. Et ça, c'est un exemple de non-réemploi, mais qui m'a fait mal. À Courtrai, il y avait la Collège Toren. Et pourquoi est-ce que ça n'a pas été employé? Et c'est pour ça que j'en parle. C'est que cette tour avait une hauteur plancher-plafond de 2,90 m. Et ce crime moral a été commis par d'innombrables investisseurs immobiliers, promoteurs et architectes collaborateurs qui ont accepté de faire ça. Ces bâtiments à si faible hauteur sont morts-nés. C'est de l'argent public ou privé dépensé de manière honteuse. Et j'ai pourtant essayé, en imaginant d'enlever une dalle sur deux. Et pendant 2 ans, on a essayé de sauver ça. J'ai eu le même cas avec la tour Martini à Bruxelles, pour les mêmes raisons. Qu'est-ce qu'on n'a pas essayé de sauver cette tour? Eh bien, pour ces 2 tours, on a dû les raser, parce que la hauteur d'étage, la géométrie était fausse. Donc, avant de parler matériaux, dessiner avec scrupule. Et puis, bon, voilà, j'ai dessiné une autre petite tour à côté. Elle en est là. C'est des photos de chantier de jeudi. Tiens, je vais vous montrer quand même à quoi ça ressemble. Et donc, on a développé des très grands balcons en tôle perforée
Pourquoi? Pour se protéger du vent, garder les lumières et autres. Mais on a aussi employé pour la façade, vous voyez là, des tôles d'acier inoxydable polymiroir, satinées et blanches. Pourquoi? Pour supprimer le contre-jour. Parce que je me suis rendu compte en discutant avec les gens, pourquoi est-ce que les tours ne sont pas aimées? Parce que c'est une immense masse sinistre, et quand il pleut, et en hiver, quand il fait froid, être devant une tour, c'est terrifiant. Hein? Eh bien, vous mettez des miroirs, et c'est plus terrifiant. Ils m'ont cru, et ça marche. Parce que les jours de pluie, maintenant, les miroirs sont là depuis un mois. Et à Courtrai, maintenant, c'est l'effet « Ah oui, hein, non, donc ils ne mentaient pas. » Mais j'ai dû avoir un commanditaire courageux, hein, qui a bien voulu me croire, qui a tout à coup accepté d'être logique. Et c'est pas facile dans le développement moderne. Ça c'est un sujet captivant. Captivant. Hein, je vous donnais les beaux people sur la liste en 1960. Ça, c'est au Burundi, à Ngozi. J'étais invité pour dessiner le centre culturel de Ngozi. J'ai baladé dans ce pays magnifique où j'ai vu des gens pauvres comme Job pour devoir survivre, abattre des eucalyptus millénaires pour manger. Hein, et employant les restes pour faire des mauvaises briques qu'on cassait à la main. J'ai vu des falaises entières démolies par des fours à briques. Hein, et donc l'idée est de faire des huttes en osier pendues à des câbles en para-aramide aux eucalyptus restants, et donc de faire des huttes. Il est temps. Quoi? Je parlais dans la sucette. Hein, ça, c'est autre chose. À l'invitation de Wang Shu, on est en train de faire quelques projets en Chine, à Zhoushan, et ça avait belle lurette que le chinois ne copie pas. Et à propos de commanditaires visionnaires, je voudrais bien que les Européens, hein, sauf des machins comme ça, vous l'aurez entendu, hein, être au moins aussi visionnaires que les Chinois brutaux, hein, parce qu'il se fait que c'est dans Zhoushan, le plus grand port de pêche chinois, et je leur ai dit, mais on va faire le bâtiment avec les vieilles carcasses des bateaux coulés. Hein, et donc là, tout l'acier des bâtiments provient du chantier naval d'à côté, avec les épaves de bateaux non protégées d'amiante, ils n'ont pas de sous pour l'amiante, donc le problème est tout simple. Mais le plus drôle, c'est que Wang Shu avait oublié qu'il y avait encore des voitures, qu'il pourrait y avoir un jour des voitures en Chine. Hein, moi, je me rappelle la première fois où j'ai été en Chine, il y a 20 ans, ou 25 ans, je ne sais plus, peut-être 30 ans, je ne sais plus. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de vélos, pas beaucoup de voitures. Là, maintenant, il n'y a plus beaucoup de vélos et beaucoup de voitures, quoi. Hein, et c'est quand même assez saisissant de voir l'évolution. Il n'y a pas de gratte-ciel, et maintenant, c'est des villes verticales. Hein. Et là-dedans, si vous voulez, Wang Shu avait oublié le parking, ou le maire oublié le parking. Et donc, comme symbole, à l'entrée de c'est un village culturel, j'ai fait un Campagnie la voiture. Et cette tour, avec une œuvre de Georges Morand, elle est construite, j'attends les photos là maintenant, hein, c'est un automate, parking de voiture, comme symbole d'un village culturel sous l'égide de Wang Shu. Comprenne qui voudra. Hein, oui. Et c'est assez amusant de voir ces grandes histoires. Et la suite, hein, les deux autres projets, ouais, il y a deux choix possibles dans une carrière. C'est soit une espèce de grande salle zénith avec une membrane, et vous allez voir, la membrane, depuis lors, elle a évolué, hein, sur un grand mât central, qui va être encore plus fin que ça, et les balcons sont faits avec des morceaux de bateau. Ou, monsieur le maire ne sait pas encore, l'autre variante, c'est faire un hôtel 7 étoiles, avec des chambres plug in the mountain, hein, avec les singes qui continuent à se balader. Oui, parce que tous les singes, là, je les laisse, hein, pas uniquement les plantes, mais les méchantes araignées qui me piquent. Hein, ces bêtes dégueulasses qu'il y a à la surface. Il y en a des vilaines, des méchantes. Hein. Et puis il y a des singes sympas qui viennent vous mordre, vous lécher, enfin, sale bête, quoi. Je les laisse. Pour un hôtel 7 étoiles, c'est à la mode. Hein. Alors, dans les différents matériaux, je vous montre, c'est la maison d'Alain Hubert à Rode-Saint-Genès, on a développé vraiment énormément de travaux avec des tôles ondulées. Et ça, c'est pour ceux qui n'y croient pas. Ceci est un escalier qui est simplement fait d'une tôle ondulée perforée à 70%, une tôle d'1,5 mm d'épaisseur. Et ça tient, n'importe quel ingénieur peut vous le calculer, sauf qu'il faut le dessiner avant de calculer. Hein, et le voilà vu de l'intérieur. Et ça crée évidemment cet escalier transparent dans cet espace intermédiaire. Oui, ça, je ne sais pas pourquoi il a mis ça. Alors,
Oui, ça c'est la maison administrative de la province de Namur, où tout est réemploi, où il n'y a pas un pet de béton, ce n'est que du bois, de l'acier, et tout le mobilier vient du vide-grenier de Namur. Avec comme idée, oui, et alors au propos de la mémoire, hein, on commence par faire les jardins et puis le bâtiment. Parce que, quelle idée folle, vous avez bien vu mes bureaux, j'ai d'abord fait le bâtiment, puis il m'a fallu attendre 20 ans dans un beau jardin. Hein. Donc, comme sachant que j'ai fait la bêtise, ici, avant de commencer le chantier, on plante d'abord le jardin. Et donc, pour planter le jardin, il faut être sûr qu'il n'y ait pas un engin de chantier qui va abîmer les plantes. Hein. Et donc, on a construit le bâtiment de manière à ce que la grue tour aille prendre sous la sambre et sur la place publique qui sera utilisée comme parking, hein, les matériaux, et ne pas abîmer les rosiers et déranger les abeilles qui prépareront le miel spécial pour les agents de la province de Namur. C'est pas de la blague, hein. On va faire notre miel, et on va même faire avec Guy Deforge, le parfumeur de Namur, un parfum qu'on va appeler la rose de Namur. Et donc les rosiers qui sont là, il y en a assez que pour faire assez de parfum pour tous les agents féminins de la province, toutes les épouses des agents masculins de la province, chaque année. Plus encore quelques bouteilles pour le président et le député maire. Et à l'intérieur, tout sera fait avec du mobilier de récupération, hein, et chaque fonctionnaire peut offrir un meuble de famille, comme moi, la crédence de maman dans mon bureau. Eh bien, pourquoi si moi je peux le faire, pourquoi un agent de la province de Namur ne peut pas avoir la crédence de sa grand-mère, mais comme c'est du time sharing, il peut expliquer à ses copains, tiens, regarde, ça c'est le meuble, écoute, je suis en train de raconter. Mon grand-père, là, il était un fou, en fait, hein, et blablabla. Et donc, je crois que ce qui est le plus important dans le réemploi, c'est l'affect, c'est l'histoire. Faire des bâtiments sans affect, hein, pour des gazettes d'architecture, ça n'a aucun intérêt. Hein. Faire des bâtiments pour des enfants qui ont des grands yeux qui pétillent et qui trouvent ça amusant, c'est quand même vachement plus utile. Hein. Et on a fait une maison de poupée, figurez-vous. On a fait une maquette au 24e pour montrer aux agents. On a demandé à une artiste de Namur dont l'art est de faire des maisons de poupées. Elle a découvert le Wonderful World des maisons de poupées. À propos de réemploi, mais alors, c'est à petite échelle. Hein. Là, alors, nous, on a des gamins par rapport aux artistes qui font des maisons de poupées. Alors, je ne dis pas le succès que cette maquette a eu dans le hall du théâtre de Namur quand on a présenté aux agents. On a dû mettre 3 gardes de maquette plutôt que des gardes de corps. Alors, ça, je vous montre, c'est un petit théâtre qu'on est en train de construire au Cercle Polaire, à Rovaniemi, en Finlande. Et vous pouvez vous dire, hein, on pense toujours à Alvar Aalto et autres, j'ai rarement vu des gens aussi coincés en matière d'environnement. Et une des raisons, hein, c'est qu'il fait froid, là, et qu'il fait sombre. Hein, et que quand le soleil arrive, hein, quand il fait beau 24 heures par jour, ils en profitent pleinement. Parce que l'autre moitié de l'année, il fait noir du matin au soir. Et il faut être, comme je le suis souvent, au Cercle Polaire, là, hein, pour apprécier l'aéroport d'Helsinki, qui est fait comme une maison. Pourquoi cet aéroport d'Helsinki est si doux, si charmant, si home parce que c'est un lieu de vie. Hein, et attendre mon vol vers Rovaniemi pendant 3 heures à l'aéroport d'Helsinki, c'est génial. Je travaille comme au bureau. C'est magnifique, quoi. Aller faire ça à Zaventem ou à l'aéroport de Lille. Hein? No way, quoi. Vous voyez, et alors, il y a des espèces de... Quand je parle de ça, hein, voilà, c'est un petit... et je vais terminer là-dessus, je crois. Hein, voilà. Mais la discussion sur le développement durable, là, il faut y aller prudemment. Hein. C'est étonnant, quoi. Par exemple, le photovoltaïque. Enfin... Et leur montrer qu'il y a nous, on a 1100 kWh à Bruxelles, plein sud, à 30 degrés sur l'horizon. Vous devez, mettons, 1150 ici, un peu plus au sud. À Rovaniemi, au Cercle Polaire, c'est encore 980 kWh. C'est pas rien. Moi, je trouverais un tiers investisseur, Suez serait ravi d'offrir les panneaux photovoltaïques à mon scénographe à Rovaniemi. Alors ça, oui, ça c'est autre chose. Ça, retour dans mon plat pays. Vous y allez peut-être parfois, si vous connaissez le Zout, Knokke Heist. Il y a une place, ça s'appelle la place Albert, mais qu'on appelle surtout la place Mathieu-Vu, parce que tout ce qu'il y a d'élégant, ici parade, des beaux jours, et on va réaménager la place Mathieu-Vu avec ce tapis
Et l'origine est simple, si vous voulez. Le dallage blanc et noir, c'est un truc de flamand. C'est un truc de Renaissance flamande. Hein? Et donc, vous imaginez le double sens ici, c'est d'abord faire la place de vue en carré noir et blanc. En Flandre, là, c'est reconnaître où on est. Et puis j'ajoute des franges de tapis parce que ça, c'était pas à la Renaissance. Mais pourquoi je vous le montre? L'exemple est là. Parce qu'on va faire ça en géopolymère. C'est-à-dire en béton sans ciment, en béton avec des scories, des crasses, des hauts fourneaux, les noirs de l'industrie du cuivre, les blancs avec ArcelorMittal. Ils ont des résistances 10 fois supérieures au béton ordinaire. Hein. Et alors, pour rire, vous le verrez là, on incruste spare money, la monnaie de poche des bourgeois du Zout. Et on va dans la gazette chic du Gold ou du machin et des trucs, leur demander d'avoir gentillesse de vider leur poche de voyage, hein, et on va noyer dans le noir les pièces de monnaie. Et pourquoi? Pour qu'on ne voit pas les chewing-gums. Parce que si vous regardez bien, hein, tous les revêtements urbains sont pleins d'étages de chewing-gum. Je vais arrêter. Non? Ben si, mais je vais arrêter. Mais là, oui, là, voilà. Hein? Ah, oui, non, j'ai terminé avec ça. Ça, c'est à Villers, en Asturie. C'est une manière aussi de traiter l'environnement. Et ça, c'est mon métier, mon cœur de métier, le cœur de mon activité scientifique. Alors, et là, je parle purement scientifique, c'est de faire des structures ultra légères. Une verrière, ça, je ne sais pas combien ça pèse au mètre carré ici, mais c'est quand même, ça doit être quand même 70, 80, peut-être 90 kilos au mètre carré. Hein. Ça a une transmission lumineuse, hein, LTF de, bon, là comme c'est, de 30%, 25%. Hein. Une verrière ordinaire, même une verre clair, c'est une transmission lumineuse de l'ordre de 80%. Et c'est fait avec du verre, des profils en aluminium, des charpentes métalliques. Ici, on fait, pour cette extension du palais d'exposition d'Avilés, une tente en acier de 80 mètres de diamètre sur un mât central de 8 cm de diamètre, tenu par une toile d'araignée de fin câble de 4 mm qui viennent s'accrocher à des bandes de tôle d'1,20 m de coil perforées sur un dessin de Montcru, si je puis dire. Et on a, je crois, 5 km de bandes de coil, donc X bobines de coil, qu'on pré-perforera et qui vont, voilà l'image, et attendez, je vais retourner derrière après. Hein. Donc, vous construisez un anneau métallique sur des petites colonnes et des câbles, de manière à avoir peu de compression. Hein. Vous avez un mât central, avec un échafaudage temporaire, de location, et puis vous venez fixer au sommet 3 bandes un tissu d'acier, si vous voulez, une tôle de 1 mm d'épaisseur en acier S2000. Alors, la construction est pratiquement rétrograde. Là, tous ces éléments en acier, là, hein, c'est du S235, les poutres métalliques ici. Enfin, de l'acier de préhistorien, quoi, de la préhistoire. C'est ce qu'on emploie partout. Vous savez que la tôle d'acier de vos voitures, même de la moins chère, hein, c'est déjà du S1500. Donc, rien que pour les baies de bagnole, l'acier utilisé est 7 fois plus résistant que l'acier qu'on emploie dans les bâtiments. Mais les normes, monsieur l'adjoint au maire, les normes. Hein, et donc, il existe aussi de l'acier S2000 en bobine qu'on achète. Et pensez bien que, vu le prix de la bagnole, la tôle en S2000 au kilo, elle coûte moins cher que le kilo d'acier préhistorique S235. Hein. Ben, c'est même vrai. Donc, vous avez un acier qui coûte moins cher, hein, et qui est 8 fois plus résistant. Mais c'est une tôle. Mais les braves gens n'aiment pas que. Hein. Quand même, nous n'avons pas les choses logiques. Et donc, mon client ici est ArcelorMittal qui s'est rendu compte de l'aberration de l'histoire. Hein. Et donc, on fixe 3 tôles. Et puis, il faut bien de nouveau rappeler mes petits copains de 3M à Saint-Paul, Minnesota, hein, pour me trouver la colle que je vais sproucher, comme on dit chez nous, hein, sur la tôle, pour venir coller, plier les 3 bandes suivantes. Hein, tout ça avec une échelle, hein. Pas besoin de grue pour monter ça. Hein. Oui. Et puis on vient mettre les tôles suivantes pour finir de faire toute la... Tiens, c'est tout. Attendez. Ah oui, mais il a oublié des images. Je peux revenir un instant? Ah oui. Comment est-ce que je vais...
à la dernière, là. Vous pouvez revenir tout à fait à l'arrière? Oui. Merci. Ah non, maintenant, je voudrais aller à l'avant-dernière, s'il vous plaît. Tiens, je vous ai demandé d'autres images. Oui, et donc, il y a 192 lait d'un mètre 20. Hein. Alors, la transmission lumineuse, cette toiture, je ne sais plus de combien elle est, de 70 ou 82, 72%. Elle est donc aussi transparente qu'une verrière en verre clair, avec ce chapeau métallique. Et donc là-dessus, donc on a mis cette tôle, et puis on vient en sens inverse coller des laits des TFE. C'est pour ça que j'ai pris un échantillon là. Regardez. Une tôle perfo avec un film des TFE collé dessus. Et comme si vous voulez, la tôle a 90% de transmission lumineuse, mais les TFE n'a que 95%. Donc la transmission lumineuse d'ensemble, c'est le produit des deux, donc ça fait 80 et des poussières. Hein, oui. Et donc, il y a deux types de collage. Le premier collage, c'est la colle acier-acier, comme dans les bagnoles et les avions, métal-métal. Et puis le second type de collage, très différent, métal ETFE. Oui. Et donc, à la verrière qui pèse 500, 600 km au carré, moi, je fais une verrière qui pèse 3,5 kg au mètre carré. 3,5 kg au mètre carré. Oui. Et donc, c'est très bien parler de réemploi, mais il y a aussi d'autres manières de faire, hein, en faisant des choses très légères, quoi. Merci.